Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Lionel Sinsou, président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Réseaux sociaux versus démocratie », et il est ainsi chapeauté. Comment les réseaux sociaux favorisent-ils la polarisation politique et les idées d'extrême droite ? Voyage au cœur des algorithmes pour comprendre le succès de la fachosphère. Le grand entretien avec le mathématicien David Chavalarias lui permet de décrypter le fonctionnement des réseaux sociaux, les logiques économiques et les manœuvres politiques qui en font des instruments de polarisation à outrance des débats. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 17 novembre et les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Nous mettrons en ligne mercredi le premier des 4 épisodes de notre conversation avec Aliette Martin et Olivier Giel, qui totalisent à eux deux un siècle au service de la comédie française et qui nous éclaireront sur le fonctionnement de la Maison de Molière, sur son répertoire, sur ses particularités et sur, je crois, répondront à peu près toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette institution qui est plus que tricentenaire. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Inutile de vous rappeler que votre contribution à notre financement est essentielle et que nous comptons sur sa matérialisation. Passons d'abord au premier des 2 sujets que nous avons prévu d'examiner, la loi sur l'immigration, le projet en France, mais aussi la situation en Allemagne et en Pologne. Bien que la précédente loi sur l'immigration ait été promulguée il y a moins d'1 an, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé un texte sur ce sujet pour le début de 2025, afin notamment de prolonger la durée maximale de rétention des étrangers visés par une mesure d'éloignement. Préférence nationale, quotas, délit de séjour irrégulier, renvoi des étudiants étrangers, restriction du regroupement familial et du droit du sol. La plupart de ces mesures contenues dans la loi sur l'immigration adoptée fin 2023 par le Parlement et censurée dans la foulée par le Conseil constitutionnel devraient servir de base pour le nouveau projet de loi sur l'immigration. Une nouvelle loi qui s'ajoutera à une longue série, 118 textes depuis 1945, soit une loi sur l'immigration tous les 2 ans en moyenne, sans compter les ordonnances, les arrêtés, les circulaires et les décrets qui se sont multipliés. Bruno Retailleau a déclaré son intention de mettre fin au désordre migratoire, quitte à remettre en cause l'état de droit qui, selon lui, n'est ni intangible ni sacré. Les macronistes sont divisés sur ce projet. Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée, estime qu'une nouvelle loi n'est pas prioritaire. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, s'est lui déclaré plutôt d'accord avec le projet du gouvernement Barnier. À Bruxelles, le débat autour de la migration a pris une nouvelle vigueur dans une orientation toujours plus dure, voire radicale. Désormais, ce mouvement touche aussi la gauche au pouvoir en Allemagne, quelques années après le Danemark. Le changement de pied de la coalition réunissant à Berlin sociodémocrates, écologistes et libéraux a désinhibé l'ensemble du continent, entraînant un changement de paradigme. À la surprise générale, Berlin a réinstauré en septembre les contrôles à ses frontières intérieures pour bloquer l'entrée de clandestins, écornant un peu plus l'espace Schengen de libre circulation. L'attentat de Solingen, survenu le 23 août dernier, peu avant les élections régionales à fort enjeu politique dans l'est du pays, attentat lors duquel 3 personnes ont été tuées, a poussé le gouvernement à restaurer des contrôles aux frontières et à multiplier les mesures volontaristes comme des restrictions de prestations sociales pour certains réfugiés, examinées ces jours-ci au Bundestag.
Le 12 octobre, le Premier ministre polonais Donald Tusk est allé plus loin en demandant à Bruxelles la possibilité de suspendre partiellement le droit d'asile pour les migrants qui entrent illégalement par la frontière biélorusse, assurant qu'il n'appliquerait pas une obligation européenne qui contreviendrait à la sécurité du pays. Cette annonce a provoqué la surprise et la consternation au sein de sa coalition démocrate et une levée de boucliers des organisations de défense des droits humains. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, je pense que l'aspect le plus intéressant, c'est pas seulement les préconisations du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais c'est vraiment le changement intervenu en Europe. Et effectivement, on peut dire que ces dernières élections européennes étaient non seulement riches en conséquences en France, mais a surtout profondément changé l'équilibre au sein même de l'Europe. Et on le voit notamment à l'exemple de l'Allemagne, qui passait d'un gouvernement de droite en moins de 10 ans à un gouvernement dit de gauche et d'un nous allons y arriver avec une politique d'accueil très généreuse pour les réfugiés, à des contrôles des frontières intérieures, mais aussi un discours très musclé. Le chancelier social-démocrate parlant de renvoi massif qu'il faudrait organiser. Et effectivement, le Bundestag vient de décider d'un paquet sécurité, c'est-à-dire une législation très dure sur notamment des prestations réduites pour ceux qu'on a tendance à appeler les dublinés, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui ont fait leur demande dans un autre pays européen et qui refont une demande là, en l'occurrence en Allemagne, et qui désormais vont plus percevoir de prestations. Et on va essayer de les renvoyer dans le pays où ils sont arrivés, ce qui ne sera pas sans tension au niveau européen. Dans ce paquet dit de sécurité, il y a aussi la simplification des expulsions, la prolongation des séjours en centre fermé de rétention en vue de l'expulsion. Donc on voit, on a des gouvernements entre la France et l'Allemagne de couleurs différentes, mais les mesures préconisées se ressemblent étrangement. Et je pense qu'on a désormais même une photo qui incarne cette nouvelle, qui symbolise cette nouvelle stratégie européenne. C'est la photo où on voit Giorgia Meloni, la première ministre italienne, avec 10 homologues, et Ursula von der Leyen au début du plus récent Conseil européen à Bruxelles, où il manque Scholz et Macron parce qu'ils sont plus considérés comme les plus durs, comme les plus allants sur cette question. Et on a un Conseil européen qui s'est terminé avec un accord tacite pour la Pologne pour suspendre le droit d'asile. Donc c'est pas écrite, mais Donald Tusk a eu l'accord des autres Européens pour l'autoriser à suspendre le droit d'asile. Alors effectivement, on observe depuis un certain moment que la Russie et la Biélorussie utilisent les migrants comme une arme hybride et organisent des transferts, notamment à la frontière de la Pologne. Mais de là à accepter silencieusement une suspension du droit d'asile qui était quand même une des valeurs profondes de l'Europe, du continent européen, qui, dans toutes les chartes, dans toutes les constitutions, c'est quand même un pas qui montre à quel point l'immigration et aussi l'essor de la droite et de la droite extrême a changé l'attitude politique. Et pour m'arrêter une minute à l'Allemagne, les récentes élections, aussi bien en Thuringe, en Saxe et au Brandebourg, ont effectivement montré que l'extrême droite a le vent en poupe. Et je pense qu'on peut comprendre le changement de pied du gouvernement allemand que face à ces résultats électoraux. Lionel Zinsou. Oui, alors, moi, je serais quand même tenté de rendre un petit peu plus universel le regard. Je trouve que c'est déjà très intéressant
de constater que la France n'est pas seule à avoir des contradictions, et qu'elle est rejointe par des pays très honorables, dirigés par des forces progressistes et social-démocrates et écologistes. Mais il faudrait peut-être en fait élargir encore le spectre, parce que c'est vraiment tous les pays qui ont des attitudes de contradiction, de tension, d'émeute, de troubles profonds. Et évidemment, on le voit dans la campagne américaine. Il se trouve que Kamala Harris était en charge des sujets de migration, et il se trouve qu'elle a fait amende honorable, en fait, récemment, dans ses tout derniers discours, sur le fait qu'effectivement, elle n'avait pas réussi, et que effectivement, c'est un sujet qu'elle aurait à traiter en priorité, parce qu'il y avait profondément, y compris dans l'électorat démocrate, des tensions fortes sur ces questions. Une autre chose qui me frappe, c'est que si vous prenez des pays qu'on perçoit comme des pays de départ de réfugiés, prenez les pays africains, moi je suis quand même frappé par la montée de la xénophobie et la montée des troubles liés au courant migratoire. Les principales émeutes en Afrique du Sud, pays reconnu comme un pays démocratique à l'intérieur d'un continent où ils font exception, c'est vraiment des réactions très très fortes contre les Somaliens, qui sont effectivement déstabilisés dans leur pays par une guerre terrible, plus une famine historique, des changements climatiques dramatiques, mais également les Kenyans, mais également les Nigérians. Et vous avez en Afrique du Sud, encouragé d'une certaine manière par l'ANC, par les syndicats, parce que c'est considéré comme, au fond, des facteurs de dépréciation de la situation d'emploi et de la situation de revenus des nationaux, vous savez, des pogroms anti-est-africains ou ouest-africains en Afrique du Sud. Regardez également en Tunisie. Vous avez la Tunisie, on la regarde en Europe comme étant un partenaire intéressant pour faire des accords, et on explique qu'on est en train d'acheter en fait à la Tunisie de réguler les mouvements en contrepartie de transferts financiers. Bon. Mais vu d'Afrique, c'est le contraire. Il y a eu, du président Kayeb, il y a eu des discours ouvertement racistes qui ont eu un écho incroyable dans la population. Elle est sortie dans les rues pour acclamer le président. Et là, le rejet, en l'occurrence des subsahariens, prend des formes de barbarie. C'est-à-dire qu'on les conduit dans le désert pour les laisser mourir dans le désert. On fait des rafles d'étudiants, de travailleurs dans des situations régulières, avec un assentiment majoritaire de la population. Il reste des pays, un peu comme le mien en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de mouvements de population. Mais est-ce que ça va, en termes de cohabitation pacifique et féconde, est-ce que ça va durer ? C'est pas sûr, parce qu'il y a maintenant quand même des millions de déplacés à raison de la guerre au Sahel. Et donc là, la pression va devenir, par exemple, très forte sur les pays côtiers. Donc vous avez en fait une universalité. Je ne vous parle pas de la version japonaise pour tout ce qui ressemble à des migrations vers le Japon. Moi, ce qui me frappe dans le monde, c'est que M. Retailleau est une personnalité majeure qui honore profondément la Vendée. Enfin, c'est un phénomène qui dépasse la Vendée. Et si c'est possible, je ne sais pas, peut-être même M. Retailleau. Vous savez, c'est quand même un phénomène sur lequel il faut réfléchir dans le monde entier. Béatrice Gibelin. Oui, Lionel vient de rappeler que c'était effectivement un phénomène universel, enfin, ou presque universel. Et cette situation, néanmoins, ce basculement au niveau européen dans le rapport à l'immigration, ce qui était l'exception est jugé sévèrement dans le discours d'Orban, par exemple, quand il s'opposait à accueillir la répartition des étrangers
en fonction de la population et du niveau de vie des pays, et qu'il s'y opposait fortement. D'un autre côté, discrètement faisant venir une main-d'œuvre vietnamienne, enfin essentiellement asiatique, parce que compte tenu de l'effondrement démographique de la Hongrie, il a impérativement besoin de cette main-d'œuvre étrangère. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est des musulmans. Essentiellement, son opposition vient de là, et en particulier des musulmans, on va dire, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen, pour faire simple. Mais on voit bien que là, il y a un changement, et la position de l'Allemagne fait d'autant plus de bruit qu'il y avait eu 2015, avec l'arrivée du million de Syriens, et qu'Angela Merkel avait ouvert les portes, et en disant très clairement « nous y arriverons ». Et avec un accueil qui avait surpris d'ailleurs beaucoup de monde en Europe, de la part de la population allemande, pour accueillir dans les gares, trouver des solutions pour les loger, ce qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Donc l'Allemagne semblait être le modèle moral dans l'accueil des étrangers. Donc ce revirement est d'autant plus surprenant, et en plus avec un chancelier social-démocrate à sa tête. Et Michaela a rappelé effectivement la percée électorale rapide de l'AfD, qui au départ, en fait, est créée au moment d'une crise économique et voudrait retrouver le mark et sortir de l'euro. C'est ça l'origine de l'AfD. Et puis qui va très vite tourner sur la question de l'immigration. Et la question qui se pose en Allemagne, elle est encore plus difficile que dans d'autres États, parce que cette poussée de l'AfD est majeure dans les anciens Länder de l'Allemagne de l'Est. Thuringe, Saxe, Sachsen-Anhalt et Brandebourg. Et si le Brandebourg est resté aux mains des sociaux-démocrates, ça a été de justesse. Donc, avec dans cette présence dans l'AfD, véritablement de leaders néo-nazis. Donc c'est une vraie question pour l'Allemagne de mettre un terme, de bloquer le plus vite possible cette poussée de l'AfD. On est sur autre chose à la limite que le Rassemblement national, de mon point de vue, compte tenu de l'histoire de l'Allemagne. C'est donc une question majeure. Et deuxième réflexion, c'est qu'il y a eu énormément d'arrivées d'étrangers par rapport à ce que la France connaît. La masse d'étrangers qui arrivent pour travailler en Allemagne, qui est une vraie nécessité, compte tenu de l'effondrement démographique et du vieillissement de la population, le patronat allemand réclame de la main-d'œuvre dans des proportions de plusieurs centaines de milliers chaque année, sans doute entre 400 000, voire certains 1800 000. Donc il y a ce besoin-là, mais néanmoins, on se trouve avec une population vieillissante dans le cas de l'Allemagne de l'Est, sans habitude de tradition d'accueil d'étrangers, parce que sous le régime communiste, à part quelques Vietnamiens, il n'y avait pas grand monde qui venait, et qui se sent dépossédé de ce qui lui est pour elle un capital important, j'allais dire, le fait d'être allemand, sa nation. Et que l'idée du discours du grand remplacement, ça peut fonctionner en Allemagne de l'Est. Donc comment mettre des garde-fous à tout ça? Et si on y réfléchit, les Danois sociaux-démocrates ont aussi pris des positions extrêmement fermes contre les étrangers, et c'est ce qui leur a permis de rester au pouvoir et de bloquer d'une certaine façon l'extrême droite. Et on voit que c'est pareil aux Pays-Bas. C'est exactement la même chose, et la ministre qui s'occupe de ces questions est une très très proche de Geert Wilders, qui est le leader d'extrême droite. On voit le succès de Meloni, qui devient même aujourd'hui un modèle, puisque le travailliste Stramer est allé voir comment elle s'y prenait. Ce qu'on avait trouvé aberrant quand Rishi Sunak avait dit on transportera les étrangers au Rwanda, tout le monde avait hurlé, et maintenant c'est peut-être pas une si mauvaise solution que ça. En Albanie, alors soyons raisonnables, en Albanie, c'est 16 personnes qui vont être déplacées en Albanie récemment, et Giorgia Meloni a régularisé 430 000 travailleurs étrangers dont l'Italie a impérativement besoin. Donc on est dans cette situation paradoxale entre un besoin d'une immigration de travail, et qui devient en fait une immigration de peuplement, compte tenu des situations des pays dont on part, on n'est pas pressé d'y retourner, et puis une population ou une
partie de la population qui ne le supporte plus et qui a le sentiment d'en être dépossédé. Et ce qui est, à mon sens, important, c'est que cette dépossession, elle passe avec le sentiment de l'insécurité. On ne peut pas faire abstraction des attentats qui ont eu lieu en Allemagne, qui ont eu lieu en France, qui ont eu lieu aux Pays-Bas, comme étant une source de déstabilisation et de profonde inquiétude à laquelle il faudra bien répondre. Jean-Louis Bourlanges. Oui, j'ai l'impression que ce que tout le monde voit et reconnaît, c'est l'extrême sensibilité de toutes les opinions publiques, à commencer par l'opinion française, au problème de l'immigration, à la fois l'importance des flux démographiques, l'absence de contrôle des États sur ces flux démographiques et les conséquences culturelles, civilisationnelles en termes de mise en cause de la démocratie, de mise en cause des valeurs fondamentales et d'ordre public à travers les problèmes de sécurité. Tout cela est très fortement ressenti. Mais ce qui me frappe, c'est que comme le soleil et la mort chez La Rochefoucauld, l'immigré ne peut pas se regarder en face. C'est-à-dire que le problème de l'immigration n'est jamais posé dans toutes ses dimensions, avec les nuances, les problèmes que les problèmes réels, et donc les solutions réelles qui pourraient être apportées à ces problèmes. D'abord, le principe. Est-ce que nous avons besoin, nous, Européens, nous, Français, est-ce que nous avons besoin de mouvements migratoires, d'accueil de personnes qui occuperaient des positions économiques dans nos systèmes. La réponse est globalement positive. Tout le monde dira que c'est essentiel. Le patronat, et de ce point de vue-là, il y a d'ailleurs une tension entre le patronat, que ce soit en Allemagne et en France, qui est très favorable, évidemment. Toutes les analyses sur les difficultés et la stagnation allemande actuellement montrent que les entreprises ont un problème de pénurie de main-d'œuvre. En France, le patronat dit à voix basse la même chose. Et il y a un conflit avec les classes moyennes qui, en revanche, supportent mal, et en Allemagne depuis la fameuse mise à Saint-Sylvestre, et puis d'autres manifestations depuis lors, ressentent ça très mal. Donc il y a le problème, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? Deuxièmement, qui veut-on? Alors, on a des tas de numéros sur l'immigration de qualité, le fait qu'il faut s'adresser au haut du panier. Puis, en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Les Britanniques ont essayé d'inventer un mécanisme pareil. Ils ont essayé de limiter, ils ont augmenté le nombre, et ils ont essayé de concentrer sur le haut des catégories sociales. Et en fait, ils se sont aperçus que le blocage économique venait de la pénurie de main-d'œuvre à la base. Et que donc, on a besoin de gens... Bon, alors il faut aussi voir ça clairement. Troisièmement, est-ce que le problème... et le troisième problème, qui est très difficile, c'est intégration, assimilation. Comment doit-on intégrer? Que doit-on faire? Et là, les problèmes sont absolument colossaux. C'est des problèmes d'aménagement du territoire, de politique du logement, de politique éducative, et quel est exactement le degré de contrainte qu'on veut exercer sur ces personnes. Je crois qu'il y a deux types de contraintes qui sont importantes. La contrainte linguistique, il faut effectivement faire en sorte que les gens qu'on accueille parlent français, et la contrainte démocratique, c'est-à-dire qu'ils assument clairement les valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Au-delà, c'est sans doute abusif. Mais là encore, ça demanderait une analyse claire. Qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous ne voulons pas? Et alors, comme on ne pose pas la question, on évacue le problème avec une sorte de faucon yaka qui ne fait absolument pas avancer le schmilblick. On dit, alors c'est faucon yaka, c'est le manichéisme, on est pour ou contre, alors qu'évidemment la solution est intermédiaire. Puis je n'ai pas parlé dans les catégories, effectivement, la partie droit d'asile, la partie regroupement familial. Regroupement familial, il y a un problème, il faut reconnaître. Quand la jurisprudence dit que les femmes afghanes, parce qu'elles sont femmes et afghanes, ont vocation à avoir le droit d'asile.
là, on est quand même dans une situation particulière. Ça ne se pose pas concrètement parce que les talibans tiennent, hélas, très bien leur pays, mais c'est absurde de dire que la moitié d'un pays, comme l'Afghanistan, est éligible au droit d'asile, la moitié féminine du pays. C'est évidemment, on a un problème. Bon, tout ça devrait être posé. Alors, on ne le pose pas. On est dans le radicalisme, manichéisme, on est pour ou contre. La deuxième forme de simplification, c'est la France ou l'Europe. Ça, c'est Madame Le Pen est évidemment très forte sur ce domaine-là. Et Monsieur Retailleau débarque. Il débarque à Bruxelles et il s'aperçoit que c'est plus compliqué et qu'en réalité, ça doit se régler par une dialectique entre la France et l'Europe. Et chose assez claire, les Européens se rapprochent les uns des autres. Peut-être pas sur la solution optimale, mais ils se rapprochent les uns des autres. Et la troisième forme de simplification, c'est la loi. Il faut faire une loi. On a fait 145 lois depuis 40 ans. Or, la plupart des problèmes sont... Il y a des problèmes législatifs, mais ils ne sont pas les plus importants. Il y a des problèmes d'orientation politique et surtout des problèmes de capacité administrative, d'aptitude à gérer tout un ensemble de procédures qui sont horriblement compliquées. Et moi, je crois que ce qu'il faudrait établir actuellement dans le débat public, c'est effectivement le refus de ce manichéisme et de ce simplisme absolu, et de dire il faut que les Français et les Européens posent clairement le problème de leur relation avec le monde extérieur dans des termes réalistes, précis et absolument pas démagogiques. Lionel Zinsou. Oui, alors, il y a des points aveugles. Pourquoi n'y a-t-il pas un débat justement sur les modalités d'intégration ou d'assimilation ? Parce que l'arrivée des Ukrainiens a montré combien ça avait été possible à la fois dans les émotions de l'opinion publique, dans la capacité de logement, dans l'intégration scolaire dans les plus petites communes de France, comme dans les plus grandes, pour les populations ukrainiennes, alors peut-être plus féminines et plus puériles que les flux habituels, mais grosso modo dans toute l'Europe, il y a eu une mobilisation et pas du tout de rejet. Il y a des mécanismes d'intégration. Moi, je me rappelle à l'école normale supérieure, que je ne suis plus tout à fait l'élève, mais encore très proche, on s'est mis à accueillir des chercheurs, des étudiants, avec un petit bémol d'ailleurs, la circulaire du recteur de l'Académie de Paris, disant qu'évidemment les étudiants africains de l'université de Kiev ne devaient pas être admis dans les universités de Paris. Pourquoi ? Parce que ça aurait été une façon de détourner le fait qu'ils n'avaient pas été autorisés à venir s'inscrire en France et qu'ils étaient inscrits à Kiev, si vous voulez. Et les étudiants de la Sorbonne, je ne sais pas si vous vous rappelez, se sont mis instantanément en grève. Et au bout de 2 jours de grève, on a rapporté cette circulaire absolument sidérante. Bon, enfin, grosso modo, moi j'étais assez intéressé par l'idée d'avoir un ministère de l'intégration. Et pas un ministère de l'identité nationale. J'ai beaucoup d'amitié pour M. Éric Besson, mais franchement, ça a été un échec politique considérable. Mais on a un besoin d'intégration. En Espagne, qui est un des pays les plus remarquables, il y a un ministère de l'intégration. Et il y a beaucoup d'idées. Et dernier point, il y a des diasporas en place qui sont en train de devenir de plus en plus hostiles, et ça crée un danger que d'avoir cette espèce de rejet par la majorité de la population. Ce que le pape François appelle le fanatisme de l'indifférence sur les réfugiés, sur les gens qui ont un droit à l'asile, qui s'est répandu. Les diasporas, elles sont aujourd'hui les productrices du rejet français en Afrique. Si vous voulez, le rejet français en Afrique, il n'est pas des populations africaines résidentes, il est l'effet de tous les messages construits, tous les fake news construites. On a un risque de communautarisme, on a un risque de montée d'antisémitisme des populations musulmanes plus spécialement stigmatisées. On a donc un risque d'exploitation par l'extrême gauche d'un communautarisme qui joue sur le fait qu'il y a cette indifférence passionnelle et cette hostilité passionnelle. Ça crée des problèmes de sécurité, alors qu'on a toute une réflexion à conduire sur l'intégration.
Michael Avigal. Oui, je crois que c'est très important de parler de l'Ukraine. La France, effectivement, a plutôt fait une bonne expérience, mais elle a pris en nombre très, très peu d'Ukrainiens. Et l'Allemagne, qui après la Pologne est le pays qui a le plus... Nous aimons bien les prototypes, pas les séries. J'allais y venir. L'Allemagne, qui a donc après la Pologne pris le plus de réfugiés ukrainiens, c'est le deuxième point tournant après les attentats de Solingen. L'expérience, le bilan est très mitigé. C'est-à-dire, d'un côté, on a fait le constat que nos infrastructures sont vraiment complètement saturées. Et deuxièmement, qu'on a beaucoup de mal à intégrer les Ukrainiens dans notre marché du travail. Les chiffres sont abominables. Et ça a engendré un débat. Et en plus, et dans cela, cette expérience avec les universités parisiennes est assez parlant, on a instauré un système de favoritisme pour les Ukrainiens qui est ressenti de façon très forte par les autres migrants. Et donc, ça a créé des tensions assez fortes. Donc, je pense... il ne faut pas croire que c'est qu'en Allemagne de l'Est qu'il y a ce rejet. C'est largement aujourd'hui un mouvement soutenu par l'opinion publique dans les Länder de l'Ouest de l'Allemagne aussi. Bref, das schaffen wir nicht. Exactement. Ziebler. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose. Il y a aussi des situations. On a parlé de Donald Tusk et on a parlé de la Pologne, en disant comment il remet en cause le droit d'asile. Mais mettons-nous aussi dans la situation de la Pologne aujourd'hui, avec une frontière le long de la Biélorussie et la Russie, avec une manipulation de la part de Loukachenko comme de Poutine pour faire venir, y compris par avion, des gens à cette frontière, pour faire une pression, pour faire une déstabilisation. Et ils sont au premier rang face à la Biélorussie et la Russie. C'est une situation qui pose la question du droit d'asile, comment il est manipulé par ce qui sont des adversaires, voire des ennemis, c'est extrêmement difficile. Et si Tusk prend cette position, c'est, je crois, de façon pour mettre vraiment les choses sur la table et susciter la compréhension et l'intérêt pour cette situation-là. La Finlande, qui a déjà perdu, elle, une partie de son territoire, la Carélie, avec la Russie, mais aussi ce même type de principe avec des contrôles aux frontières extrêmement fortes, et on a les vrais Finlandais, parti d'extrême droite, qui est actif déjà depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est aussi une situation, il y a des situations de rapports de force locaux, précis, géopolitiques, dont il est logique de tenir compte. Et je trouve, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lionel, parce que si effectivement on a des attitudes qui peuvent être discriminatoires, si une attitude d'un certain nombre de nos concitoyens français qui marquent une hostilité aux étrangers, je trouve que les Français sont quand même, quand on pense aux graves attentats qu'il y a eu, Charlie, Bataclan, Nice, on aurait pu s'attendre à des choses beaucoup, beaucoup plus dures qu'on ne l'a eu à ce moment-là. Alors, qu'on doive s'occuper de l'intégration, que ça pose des tas de questions, oui. Je ne suis pas sûre, néanmoins, que les Français soient aussi hostiles que ça à l'étranger. Ils sont très préoccupés par l'insécurité, la drogue, l'islam politique. Ça, c'est incontestable. Pour ceux qui se parent de vertu en guise de raisonnement, peut-être c'est une occasion de rappeler la déclaration d'Ariane Mouchkine juste avant les élections législatives, quand on pensait que le Front National allait arriver au pouvoir. « Je nous pense, disait-elle, en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture, on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient,
On leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient, ça n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Je vous propose que nous passions au deuxième sujet, celui sur l'Ukraine, qui est à la peine avant l'hiver et avant l'élection américaine. Le président ukrainien a entamé le 10 octobre une tournée européenne, Londres, Rome, Paris, Berlin, pour présenter son plan de la victoire, comme il l'avait fait à Washington fin septembre. Ce document, qui n'a pas été rendu public, est conçu d'après les Ukrainiens comme une nouvelle tentative de mobiliser les soutiens occidentaux sur le plan militaire, économique et diplomatique. L'objectif est d'inverser le rapport de force à ce jour favorable aux Russes et de contraindre Poutine à entamer un jour de négociations. Le président ukrainien espérait obtenir l'autorisation d'utiliser des missiles occidentaux à longue portée sur le territoire russe et un engagement sur des négociations pour une adhésion à l'OTAN, deux limites pour les États-Unis face au risque d'une escalade avec Moscou. Sur le terrain, les forces armées ukrainiennes espèrent épuiser l'armée russe, mais souffrent elles-mêmes d'un manque d'hommes et de munitions. Après de longs mois de guerre de position durant lesquels la ligne de front n'a que peu évolué, l'Ukraine perd à nouveau du terrain, submergée par les assauts incessants des troupes russes, qui village après ville ont raison des défenses ukrainiennes, mais au prix de larges pertes. Profitant de sa supériorité numérique, la Russie a multiplié les vagues d'assaut sur ses différents couloirs de progression, sans se soucier des pertes occasionnées. Depuis l'offensive ukrainienne début août dans la région de Koursk, les Russes ont conquis plus de 700 km² en l'espace de 2 mois, et ainsi que c'est une avancée sans précédent depuis 2022. Alors que le projet de budget de la Russie pour 2025 prévoit une enveloppe de près de 130 milliards d'euros pour les dépenses militaires, Kiev ne disposera que d'un peu plus de 48 milliards, somme largement dépendante du soutien financier et militaire occidental. Or, de ce côté-là, les signaux se font de plus en plus alarmants, alors que l'élection présidentielle américaine de novembre pourrait bouleverser la politique de soutien de son allié le plus puissant. Un vide que les alliés européens de Kiev ne pourront pas combler le 9 octobre, toutefois. Les ambassadeurs des 27 auprès de l'Union européenne se sont entendus pour prêter à l'Ukraine jusqu'à 35 milliards d'euros en 2025. Les intérêts des actifs russes gelés permettront de rembourser ce prêt. Si en 2024, l'aide militaire française à l'Ukraine dépassera 2 milliards d'euros, notamment grâce à l'utilisation d'intérêts d'avoirs russes gelés, elle n'atteindra cependant pas le maximum de 3 milliards envisagé dans un accord de sécurité conclu avec Kiev, a précisé le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Winter is coming. Béatrice Gibelin. Oui, la situation pour les Ukrainiens est difficile. Elle est plus que difficile, elle est sans doute pour certains d'entre eux même décourageante. Après avoir surpris tout l'Occident, en tout cas, si pas l'ensemble du monde, par sa résistance et par sa mobilisation pour s'opposer véritablement à l'invasion russe et donc à la défense de son territoire, et bien c'est effectivement les limites d'un pays qui a perdu une grande partie de sa population qui a émigré. Ils sont plus que 35 millions aujourd'hui, et peut-être un peu moins, qui a déjà perdu énormément d'hommes jeunes, parce que c'est une guerre qui est une guerre particulièrement rude. C'est pas une guerre qu'on fait simplement dans les airs, c'est une guerre qu'on fait avec des tranchées, donc particulièrement douloureuse. Beaucoup de familles touchées, des jeunes qui sont morts ou qui sont invalides à vie. Tout ça est extrêmement dur, et cet espoir et cette admiration qu'il y avait eu pour les Ukrainiens et pour leur résistance commence à s'émousser. Plus grave encore, elle s'émousse au sein même de la population ukrainienne. C'est-à-dire que quand il faut essayer de recruter de nouveau des jeunes soldats, on baisse l'âge à partir duquel on va pouvoir partir à la guerre, eh bien on cherche les moyens pour un certain nombre d'entre eux à y échapper. Donc c'est une situation qui devient sensible avec cette même... Paraît-il, ce qui s'entend, mais au fond, est-ce qu'on doit garder le Donbass ? Voilà, est-ce que ça vaut la peine de... c'est un ton qu'on entend désormais. Voilà, donc une lassitude des Occidentaux peut-être et une lassitude des Ukrainiens. Lionel Zinsou.
Oui, alors, cela dit, il y a quand même une certaine habileté du pouvoir ukrainien pour gérer quelque chose qui est le fait d'aller vers la table de négociation sans perdre la face. Parce que ça a été une position très ferme de ne pas entrer dans des négociations qui allaient forcément déboucher vers un cessez-le-feu contre un statu quo en termes de gains territoriaux, la Crimée, le Donbass par la Russie. Et là, en présentant ça comme un programme de la victoire, un plan de la victoire, Zelensky fait le tour du monde de façon relativement habile en préparant quelque chose qui sera peut-être moins perçu comme une retraite assez proche d'une défaite, quoi. Et avec des éléments apparemment économiques, vous allez investir, vous allez renforcer l'Ukraine dans sa capacité demain, c'est-à-dire dans quelques années, en fait, de rétablir sa position. Une espèce de paradigme finlandais, je veux dire, la Russie a amputé la Finlande d'une partie importante de ses territoires. Il est vrai que la Russie considère que toute la Finlande appartient à l'Empire russe. Mais au fond, la Finlande est devenue un pays qui est à la fois un des plus riches du monde, un des plus efficaces au monde, et dans tous les classements, le plus heureux au monde. Donc amputé comme il l'a été. Ah oui, dans les classements, oui. Il y a des classements du bonheur par pays. Les Afghans sont très bien placés aussi. Les Danois, les Danois, les Allemands, les Finlandais. Et je ne parle pas des Aveyronais. Vous avez une petite catégorie de gens qui pensent que ça ne peut pas aller plus mal, que donc demain sera meilleur. C'est le cas des Libyens et c'est le cas des Afghans. Mais dans ceux qui considèrent que tout va quand même extrêmement bien, les Finlandais sont premiers chaque année, si vous voulez. Donc voilà, il y a un avenir de l'Ukraine, peut-être amputé, et sur lequel, en appelant ça plan de victoire, ils sont habiles. Ils sont habiles aussi en prenant un gage à Koursk. Ils n'obtiendront pas, évidemment, parce que personne ne veut être co-belligérant, l'autorisation d'aller utiliser des missiles balistiques vers la Russie et qui sont d'origine occidentale. Mais ils ont aussi ouvert des fronts singuliers. On a été très surpris quand le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. On se disait que, franchement, il ne devait pas y avoir beaucoup de travail à l'ambassade d'Ukraine à Bamako. En fait, l'Ukraine, contre Wagner, a remporté des victoires sur le terrain dans le nord du Mali. Donc, vous voyez essaimer, en fait, ces initiatives, qui est une façon d'aller vers des négociations refusées, la tête haute, avec des innovations diplomatiques. Michaëla Wiegand. Oui, permettez-moi d'avoir une opinion complètement différente concernant ce plan de la victoire que je trouve ni habile, ni stratégiquement très intelligent de la part de Zelensky. Quand on regarde les 5 points publics de ce plan, les autres clauses étant secrets et s'adressant d'ailleurs à quelques alliés préférés. Donc, la première revendication, c'est-à-dire une invitation avec une date précise de devenir membre de l'OTAN, je pense que c'est vraiment le pire moment pour réitérer cette revendication parce qu'on voit très bien avec l'incertitude sur l'avenir de l'OTAN aux États-Unis en vue des élections présidentielles, mais on le voit aussi en Allemagne où on n'a aucune envie, et c'est quand même un très gros contributeur, d'avoir l'article 5, c'est-à-dire d'être engagé dans une guerre pour la défense de l'Ukraine. Et même si le président Macron est désormais plus allant, il n'a jamais publiquement dit non plus qu'il était d'accord avec ce premier point. Le deuxième point, Lionel vient de le mentionner, les frappes en profondeur. Effectivement, il n'y aura certainement pas d'autorisation, en tous les cas pas, tant que les États-Unis ne se sont pas prononcés.
Le troisième point sur une dissuasion non nucléaire, ça rejoint effectivement au discours de Zelensky de donner mauvaise conscience à cause du mémorandum de Budapest qui n'a pas été rempli, mais ça n'apporte rien en pratique parce qu'on est dans une situation où on ne veut pas s'engager dans une guerre directe avec la Russie et c'est le problème qui partira pas. Et le quatrième point, il s'agit effectivement de mobiliser des ressources pour l'économie ukrainienne, c'est-à-dire des aides de ses alliés. Et le cinquième point, qui est quand même assez sidérant, c'est la proposition de remplacer les troupes américaines qui sont stationnées dans le cadre de l'OTAN en Europe par des troupes ukrainiennes. Je suis d'ailleurs étonnée que ça n'a pas fait plus réagir jusqu'à maintenant. En Allemagne, le rejet est déjà très prononcé. Donc, moi, je ne vois pas tout d'abord en quoi c'est un plan d'action pour donner une victoire militaire et à long terme à l'Ukraine. Et deuxièmement, j'ai l'impression que c'est vraiment pas habile d'avoir des revendications aussi fortes à un moment où tout le monde doute un petit peu de son avenir. Jean-Louis Bourlanges. Oui, 4 remarques rapides. La première, c'est effectivement, je crois que tous les observateurs constatent que l'Ukraine est épuisée. Ses hommes sont épuisés, son gouvernement est épuisé, son économie est épuisée, ses circuits électriques sont très profondément endommagés. C'est un pays qui a donné un effort, qui a fait un effort absolument héroïque sur la longue durée, et il est vraiment en situation très difficile. Je crois qu'on doit partir de ça, et ça doit conduire un peu à nuancer, non pas les observations que vient de faire Michaela, mais on voit bien que c'est un pays qui est à toute extrémité. La deuxième chose, qui n'est pas suffisamment soulignée, c'est l'épuisement des Russes. Les Russes ont subi, ils engagent 40% de leur budget est consacré à cette guerre. Ils ont perdu sous forme de morts, de blessés très très graves et de déserteurs 700 000 hommes. 700 000 hommes. Les statistiques, c'est assez bien documenté. Les pertes quotidiennes étaient dans la première année de 250 à peu près par jour, la seconde année de 500-600, et maintenant, en 2024, elles sont de plus de 1000. Alors, Poutine s'en fout totalement. Hein. Il envoie tout ce qu'il considère comme des Untermensch au front, mais il n'y en a plus. Alors maintenant, il est même amené à faire appel aux Coréens, ce qu'il nie, ce qui d'ailleurs illustre bien le paradoxe des Occidentaux qui disent on ne peut absolument pas être considéré comme belligérant. Et là, on demande carrément à un pays d'intervenir avec ses hommes dans un crime absolu au titre de la Charte des Nations Unies. Même donc, chose avec des mercenaires africains. Oui, absolument, oui. Donc on est dans une situation... Et alors là, la troisième remarque, c'est que ça rend incompréhensible notre attitude. Et c'est très grave. Le fait qu'on ne soit pas... On avait d'ailleurs dit ça il y a 10 mois, ici même, dans cette émission, avec Nicole, il y avait Lionel également. On avait dit que c'était, en décembre, on avait dit ça, c'était absolument incompréhensible. On disait qu'au début, on n'était pas tout à fait prêt, que nos industries d'armement n'étaient pas tout à fait prêtes. On est, depuis 2022, on n'a pas fait du tout ce qu'il fallait. C'est pas un effort énorme en termes de PIB. Là, le quoi qu'il en coûte signifiait quelque chose. L'idée qu'on ait simplement une obligation de moyens et pas une obligation de résultats, c'est aberrant. Et au moment où on va aborder, semble-t-il, la possibilité d'une négociation, le fait qu'on ne fasse pas l'effort nécessaire est incompréhensible et nous renvoie, au-delà du fait de la conséquence elle-même, nous renvoie à notre propre néant. Ça prouve qu'on n'est vraiment pas capable. On n'est vraiment pas capable de tenir notre rang dans le monde qui vient. C'est pas possible. On pouvait consacrer le demi-point de PIB en plus. On pouvait mobiliser nos entreprises, nos industries d'armement. On pouvait aider
les Ukrainiens à frapper, c'est absolument conforme à la légalité internationale, le pays qui les assaille, tout ça était possible. Quatrième remarque, là je crois que Michaela a raison, le problème, c'est absurde de définir dès maintenant, de poser dès maintenant des problèmes sur la structure, l'OTAN, etc. Tout ça est très prématuré. En revanche, ce qui est tout à fait, alors c'est une remarque sur laquelle on doit réfléchir pour l'avenir. Je ne suis pas absolument sûr que l'élection de Donald Trump, si elle se produit, ce qui est une hypothèse plutôt dominante actuellement, se traduise inévitablement par un effondrement de l'Ukraine. Parce que Trump aura, à mon avis, à cœur de ne pas être l'homme qui abandonne l'Ukraine, et surtout, les conditions de négociation avec Poutine ne sont pas du tout évidentes. Il n'est pas du tout évident que Poutine, on voit bien ce que serait l'accord, on gèlerait la ligne, on donnerait le Donbass sous occupation russe, on laisserait la Crimée comme elle est, et puis on offrirait à la fois l'unité, la démocratie et des garanties internationales avec l'OTAN ou sans l'OTAN fortes à l'Ukraine. C'est pas du tout évident que les 700 000 pertes russes soient considérées par Poutine comme un prix normal pour un avantage aussi bénin. Donc je crois que tout ça est très ouvert. Mais encore une fois, le vrai mystère, le vrai drame et la vraie honte pour nous, c'est qu'on ne soit pas capable de faire ce que les Américains ont appelé en d'autres temps, et sans succès d'ailleurs, le surge. Michaela Wiegand. Oui, je voulais dire très brièvement que Jean-Louis a complètement raison de mon avis, mais en revanche, en ce qui concerne la capacité financière, l'Allemagne a vraiment montré qu'elle a mobilisé des milliards. C'est plutôt une reproche qui s'adresse à la France, qui a effectivement qui est restée très en retrait. Là où l'Allemagne pose un véritable problème, c'est qu'on a à cœur de ne plus jamais d'être impliqué dans une guerre d'agression, et ça rend notre attitude pas combative. Jean-Louis ? Oui, Michaela a tout à fait raison de dire que l'effort allemand est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que le nôtre, mais à deux réserves. D'abord, c'est pas le moment de faire l'annonce du retrait. Je veux dire c'est vraiment totalement inopportun de la part du chancelier, et ça traduit aussi quelque chose. Et puis deuxièmement, nous, on a des difficultés, mais on a 3 armées, nous. On a 3 armées. On a une armée de dissuasion qui coûte cher. On a la même armée que l'armée allemande en plus limité. Non, mais en plus limité, beaucoup plus limité que celle de la Pologne. Et on a une force de projection qui passe essentiellement par la marine. Ça a été Donc on a énormément de difficultés. Cela dit, je crois effectivement qu'on peut faire plus et mieux. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en rappelant que Donizetti a composé presque 80 opéras. Il a vécu 53 ans. Si on considère qu'il n'a pas pu commencer au berceau, on voit l'intensité de cette productivité. Il lui arrivait d'en écrire 5 en une seule année. Il raboutait des restes, il reprenait des ritournelles sans la moindre vergogne. La plupart des livrets de ces opéras étaient désolants. Il tartinait de quoi faire pleurer Margot sur un fond de drame historique dans lequel l'histoire cascadait comme la vertu dans la mythologie revue par Offenbach. Mais pour peu qu'une artiste relève les défis de la partition, et ils étaient nombreux, le public entrait en transe. Les poncifs n'effrayaient pas le compositeur, ses librettistes les lui servaient à la chaîne. Avec Lucia di Lammermoor, ils lancèrent la mode des brumes écossaises, parfait décor d'un romantisme convenu, et accessoirement concours d'ut de poitrine. Avec La fille du régiment qui se donne jusqu'à la fin novembre à l'Opéra Bastille, Donizetti s'est lâché dans le genre bouffe, pour ne pas dire bouffon, joyeusement bouffon. Laurent Pelli a mis cette fille du régiment en scène avec une bonne humeur qui ne boude pas son plaisir, dans des décors et des costumes qui donnent à son travail des allures de bande dessinée de l'époque de la ligne claire. Sous la baguette d'Evelino Pino, l'orchestre est à la fête. Julie Fuchs est une Marie aussi à l'aise dans les cabrioles que dans les roulades vocales, même les plus aiguës. Bref, le soleil qui manquait cruellement en ville ces derniers jours resplendissait sur la scène de ce bâtiment lourdeau devenu palais du Bel Canto. Béatrice Gibel. Moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé très beau dans la forme,
y compris dans son format, dans la qualité des cartes. C'est un ouvrage de Ben Gittai, qui est à la fois un historien, un géographe, et qui s'intéresse à la chose politique. Et ça s'appelle « Cartographie au pluriel du pouvoir, histoire du paysage de la vallée du Jourdain ». C'est un très, très bel ouvrage qui, en fait, s'intéresse à un endroit très particulier de la vallée du Jourdain, à la confluence du Yarmouk et du Jourdain, sur 3 périodes. La période ottomane, au 19e, la période du mandat britannique, puis la période des États indépendants, Israël, Jordanie. Et comment le paysage et sa cartographie a bougé dans ses rapports au pouvoir et dans les stratégies des uns et des autres. C'est absolument passionnant de suivre ce travail qui est à la confluence, on va dire, à la fois de l'architecture, de la géographie, de la géopolitique, de l'histoire. Et on voit avec sa volonté de nous montrer comment la cartographie, comment la carte est clairement un instrument non seulement de la découverte, mais bien évidemment de l'exercice du pouvoir. Il y a la première carte qui est faite, qui est de 1799 par Jacotin, qui part avec Napoléon, va avec Bonaparte, et qui va faire cette première carte qui est reproduite dans cet ouvrage. C'est absolument passionnant et c'est extrêmement original. Michaela Wiegel. Oui, je crois qu'on peut dire que rarement les livres des ministres sont recommandables. Et je voudrais faire une exception aujourd'hui. C'est le livre qu'a écrit le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui s'intitule « Vers la guerre », parce que c'est vraiment une réflexion assez passionnante avec des petits détails qui m'avaient échappé. Par exemple, et c'est le passage que j'aimerais citer, il raconte comment lors du vote du dernier loi de programmation militaire, il y a eu une coalition ad hoc pour sortir l'Allemagne comme partenaire de défense de la France. Donc, il y avait toute une liste des partenaires et il y avait une bonne partie des députés Rassemblement national et de la France insoumise qui avaient décidé que l'Allemagne ne devrait plus figurer comme partenaire. Et il décrit ça comme la Russie. Comme un signal quand même assez alarmant. Lui-même était assez surpris. Bon, finalement, ils n'ont pas réussi à s'imposer, mais ça montre quand même aussi la fragilité de la relation franco-allemande. Donc, je recommande le livre « Vers la guerre ». Lionel Zinsou. Alors, pour peut-être juste avant d'aller à l'opéra, et pour ajouter à ce besoin de joie, il faut aller à la Fondation Cartier, voir l'exposition de la plus grande artiste colombienne, Olga Amaral. C'est sublime. C'est mis d'ailleurs en valeur et par une scénographie exceptionnelle par une jeune architecte franco-libanaise. C'est la dernière exposition de la Fondation Cartier dans son bâtiment de Jean Nouvel au boulevard Raspail. Elle a ouvert le 12 octobre, cette exposition, mais elle durera jusqu'en mars. À partir de mars, et sous la direction de Dirk Harkon, qu'on connaît pour avoir été le patron du Grand Palais et de la réunion des musées nationaux, et qui est aussi le créateur de la Tate moderne à Londres. Et la Fondation Cartier sera en face du Louvre, dans ce qui fut le Louvre des Antiquaires. Et qui sera immense, mais elle quitte le bâtiment magnifique de Jean Nouvel. Et c'est tout un travail sur les tissus, sur l'or et le coton. C'est absolument sublime, c'est très très beau, en termes de couleurs, c'est exceptionnel. Et ça rend compte des origines profonde de la Colombie, qui, comme vous le savez, est quand même une co-entreprise de l'Afrique
du fait de la traite des esclaves, ce qui fait que dans l'équipe de football de Colombie, les patronymes sont très béninois ou nigérians, si vous voulez, et puis évidemment de l'Ibéridade, de l'Espagne, et des civilisations andines et latino-américaines, du Pacifique et du Golfe du Mexique. C'est tellement un mélange, et c'est une explosion de joie. Jean-Louis Bourlange. Oui, on a l'habitude dans cette émission, moi je le fais assez régulièrement, de s'inquiéter des emportements un peu abusifs du pays. J'ai été très, très frappé, je vais parler de quelque chose qui est très délicat, j'ai été très frappé de l'atmosphère de dénonciation indignée qui a accueilli un propos du président de la République qui me paraissait très franchement tout à fait ordinaire et normal. Autant, je dis que le président de la République sur le Moyen-Orient a fait ces derniers mois et ces dernières semaines des déclarations vraiment parfois inopportunes sur la coalition, bon. Mais de rappeler que Israël a été créé par une décision, est un produit de la communauté internationale et qu'il a été créé par une résolution de l'ONU, ne me paraît ni faux, ni attentatoire à la dignité de ce pays. Je crois que c'est plutôt le signe, d'abord, de la culpabilité profonde de la dite communauté internationale à l'égard du peuple juif qui a été massacré par les nazis avec dans un climat d'indifférence assez général des alliés. C'est ce signe-là. C'est d'autre part quelque chose qui est plutôt précieux. Ça ne sous-estime absolument pas le rôle de l'armée israélienne dans la protection de ses frontières, mais je trouve qu'il y a là quelque chose il y a une indignation tout à fait inopportune. Monsieur Netanyahou s'est indigné parce qu'il est emporté lui-même dans une critique extrêmement radicale, partiellement justifiée, très largement injustifiée à l'égard de l'ONU, mais je ne vois en aucune façon pourquoi on devrait s'indigner avec lui d'une déclaration de plein bon sens du président de la République. Quand il y en a une, saisissons-la. À propos de Cartier, dont Lionel vient de parler, je me souviens que dans ses mémoires, le prince de Faucigny-Lucinge racontait que sa mère, comme toutes les grands de ce monde à Paris, donnait un bal 2 fois par an, et avant chaque bal, son intendant venait lui soumettre la liste des invités. Donc on enlevait les morts, on ajoutait les touristes, enfin les personnes importantes de passage, et puis les jeunes mariés, etc. Et donc elle approuvait ou elle désapprouvait. Et un jour, son intendant arrive, et à la fin de la liste, il y a marqué Cartier. Et la princesse Rey Cartier se retourne vers son intendant et lui dit « Jamais les fournisseurs ». C'est ce que disait Coco Chanel. Première partie. Deuxième partie, si vous regardez aujourd'hui qui sont les attachés de presse de Cartier, c'est tous des noms de ducs et pairs, en tout cas à travers leurs enfants. Ça fait une espèce d'accéléré, de précipité de l'évolution de la société. Quand Coco Chanel avait été invitée à dîner par les Pompidou à l'Élysée, elle avait dit « Maintenant, on invite les fournisseurs ». Oui, Philippe, notez que Cartier appartient aujourd'hui à un groupe sud-africain. Le groupe Rupert, Richemont, qui est un des plus grands groupes de luxe. Donc, si vous voulez, les princes de Faucigny-Lucinge, qui n'ont pas tous émigré vers le Cap, si vous voulez, sont plus loin dans leur influence. À mon avis, la princesse de Faucigny-Lucinge doit faire des saltos dans sa tombe. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure, comme chaque semaine, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille au site, et Olivier Magloire à la plateforme, l'arrière-boutique où nous avons enregistré cette conversation, Nouvelles Écoutes, qui l'a produit. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la première des 4 rencontres avec Aliette Martin et Olivier Giel à propos de la Comédie Française.